D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, il y a cette attente d'une précision presque mathématique. C'est de l'ingénierie corporelle, quoi. Ouais, tout à fait. On se casse le bras, la radiographie montre une belle ligne blanche et dentelée sur un fond noir, et le médecin n'a qu'à pointer du doigt en disant «voilà le problème». C'est net, c'est visible. Et c'est profondément rassurant pour l'esprit humain, en fait. Nous sommes programmés pour chercher des causalités visibles. Mhm. C'est binaire. L'os est cassé ou il ne l'est pas. Du coup, le protocole de réparation, il est évident. Mais quand on bascule dans le domaine de la psychologie, de l'anxiété de performance ou de ce qu'on appelle la construction d'une façade publique, Ah, là, c'est une autre histoire. totalement. Soudainement, la machine à rayons X, elle est complètement inutile. On se retrouve à scruter un brouillard total. C'est clair. Une fracture interne de la psyché, un effondrement dû au perfectionnisme, ça ne produit aucune ligne blanche sur un écran. Et c'est vraiment l'essence même de notre exploration d'aujourd'hui. Une plongée fascinante, d'ailleurs. Je suis ravie de la faire avec toi. Nous allons décortiquer les mécanismes cachés de la maîtrise de soi et examiner le coût réel, souvent dévastateur, de la perfection. Et pour ancrer tout ça, on a rassemblé une pile de sources vraiment éclectiques. On a des documents biographiques, des articles universitaires, Et même un site de broderie qui détaille la vie amoureuse d'Edith Piaf. exactement, sans oublier une thèse de doctorat de l'UQAM, un article de psychologie de l'Université Laval et de rares archives de l'INA. Psychiatrie, mais une simple photographie. Une photo mise en vente récemment sur eBay par un antiquaire de Brooklyn pour 170 $. D'accord, décortiquons tout ça. Je suis prêt. Et tu vas voir que cette image, si on sait la lire, elle en dit bien plus long sur la mécanique de l'étouffement émotionnel que beaucoup de longs discours. Alors, pour bien visualiser, l'image est un tirage argentique de 1940. Ça fait environ 27 par 21 cm. Mhm. Et ça capture une scène de la pièce de théâtre Le Bel Indifférent, écrite par Jean Cocteau. Une pièce culte d'ailleurs. Oui, et au premier plan de cette photo, on y voit l'acteur français Paul Meurice. Il est allongé sur un lit d'hôtel, en train de lire son journal, et son visage, c'est une forteresse absolument impénétrable. Il dégage une froideur de marbre, quoi. Et en contraste total, juste derrière lui, Edith Piaf se tient debout. C'est frappant. Elle apparaît presque comme une apparition horrifique, genre les traits tordus par l'agonie émotionnelle. Elle hurle sa douleur dans sa direction. Et lui, Lui, il ne cille même pas. En regardant cette photo pour la première fois, j'ai eu un jugement très rapide. Je me suis dit, waouh, c'est l'image parfaite de l'arrogance absolue. ouais, c'est le piège classique. On confond souvent l'absence d'expression avec l'absence d'émotion. Ou pire, avec du mépris. C'est pas le cas ici. Non, pas du tout. Si on étudie les dynamiques psychologiques en jeu, cette posture flegmatique n'a rien à voir avec de l'arrogance. En fait, c'est de l'ingénierie de survie pure et dure. De l'ingénierie de survie, c'est un terme fort. Mais c'est exactement ça. Pour comprendre pourquoi un être humain en arrive à souder ainsi la valve de ses propres émotions, il faut regarder comment son cerveau a été câblé dès l'enfance. Ah oui, et c'est là que le contraste de ses origines devient frappant, d'après nos sources. Meurice, il ne vient pas du tout du sérail artistique parisien bouillonnant. Pas le moins du monde. Et il naît en 1912 à Dunkerque, dans le nord de la France. Son père est directeur de banque. Et plus tard, lui-même devient clerc de notaire à Aix-en-Provence. Voilà, donc on parle d'un univers fait de registres, de colonnes de chiffres et de biens matériels. Pas vraiment le cabaret bohème. Et ce détail biographique, c'est vraiment la clé de voûte de sa structure mentale. Dans la grande bourgeoisie de province du début du XXe siècle, surtout dans le milieu bancaire ou notarial, l'émotion, C'est mal vu. c'est pire que ça. L'émotion n'est pas un outil de communication. C'est perçu comme une vulnérabilité. On y apprend dès le plus jeune âge que les sentiments se gèrent exactement comme un capital financier, tu vois. Donc on ne les dépense pas n'importe comment. Exactement. On ne les gaspille pas en public, on les thésaurise, on les verrouille dans un coffre. L'exubérance est presque perçue comme une faillite morale. Une faillite morale, c'est fascinant comme concept. Donc ce câblage neurologique, où la retenue devient la seule mesure de la valeur personnelle, Meurice l'intègre totalement. Totalement. C'est son ADN psychologique. Du coup, quand il décide de tout plaquer en 1936 pour monter à Paris et chanter dans les cabarets, il n'abandonne pas ce fameux coffre-fort émotionnel. Il l'utilise carrément comme instrument de travail. C'est là qu'il est brillant. Grave. Son style scénique, ça consistait à chanter des chansons extrêmement joyeuses, mais avec le visage d'un croque-mort et un ton funèbre. Un décalage glaçant.
Et c'est précisément ça qui attire l'attention d'Édith Piaf. Ils ont eu une relation passionnée mais très tumultueuse d'ailleurs. Il disait qu'elle l'étouffait. Oui, c'était un vrai volcan, mais professionnellement, elle comprend qu'il y a là un acteur redoutable. C'est elle qui pousse Cocteau à écrire ce fameux rôle muet pour lui dans Le Bel Indifférent. C'est un peu comme de la physique quantique, cette dynamique sur scène. C'est la rencontre entre une force inarrêtable, Piaf, et un objet inamovible, Meurice. C'est une super analogie, et ce rôle muet agit vraiment comme un révélateur. En psychologie clinique, on utilise parfois l'image de la cocotte minute pour expliquer la répression émotionnelle. Ah, la pression qui monte. C'est ça. Édith Piaf, c'est la chaleur fulgurante en dessous, le feu permanent. Face à ça, Meurice aurait pu réagir, exploser, répondre. Mais son éducation l'a conditionné à sceller la valve. Donc la pression interne monte de façon vertigineuse. Mais à l'extérieur, À l'extérieur, la surface métallique reste parfaitement immobile et froide. ce qui m'amène à une vraie question. Ce stoïcisme extrême, cette valve scellée, est-ce que c'était juste une astuce théâtrale trouvée par hasard ou le reflet d'une véritable structure psychologique chez lui? C'était une véritable armure vitale. Et c'est là qu'on plonge dans le vif du sujet. Ce contrôle extrême de la cocotte minute, on pourrait penser que c'est une qualité, le fameux self-control. Ben oui, la maîtrise de soi s'est valorisée dans notre société. Sauf que les textes universitaires que nous avons consultés, notamment l'article de l'Université Laval et la thèse de l'UQAM, dressent un portrait beaucoup plus sombre de cette dynamique. Il parle du perfectionnisme, c'est ça? Oui, ils opèrent une distinction fondamentale, qui est vraiment cruciale pour comprendre Meurice. La ligne de faille entre une personne dite consciencieuse et une personne perfectionniste. Je l'avoue, j'avais du mal à saisir la nuance avant de dire leurs travaux. C'est quoi la grande différence en fait? Cette distinction est capitale, car elle explique le mécanisme interne de la souffrance. Prenons le milieu de l'entreprise moderne pour l'illustrer si tu veux bien. Vas-y. Une personne consciencieuse va chercher l'excellence dans un projet. Elle s'adapte, elle accepte ses limites, elle mobilise ses ressources, atteint un objectif difficile et surtout, son cerveau sécrète de la dopamine. L'hormone de la récompense. Voilà. Une fois le travail bien fait, elle éprouve du plaisir et de la satisfaction. Puis, elle passe à autre chose. D'accord, l'excellence saine, en somme. On fait de son mieux avec les contraintes. Mais le perfectionnisme, alors, comment ça fonctionne sous le capot? C'est une boucle cognitive défectueuse. L'individu perfectionniste ne se fixe pas des objectifs élevés, il se fixe des normes inatteignables. C'est la philosophie du tout ou rien. Ouch, ça doit être épuisant. C'est pire que ça. Voici le mécanisme destructeur. Au moment même où il s'approche de son but, son cerveau déplace la ligne d'arrivée. Oh, genre, tu ne peux jamais gagner? Jamais. De ce fait, la récompense dopaminergique n'arrive pas. Au lieu de ça, le système nerveux est inondé de cortisol, l'hormone du stress. L'anxiété grimpe en flèche. Et l'étude de l'Université Laval souligne bien ça. Pour le perfectionniste, la valeur de l'individu n'existe pas de façon intrinsèque. Exactement. Elle dépend exclusivement du résultat sans faille de sa prochaine action. Du coup, une erreur n'est pas un apprentissage, c'est une preuve d'illégitimité. Une destruction totale de l'estime de soi, oui. Ce qui rejoint la thèse de l'UQAM, ils expliquent que cette impossibilité chronique d'être satisfait engendre un épuisement mental profond. Et surtout, une peur terrifiante du regard de l'autre. C'est le cœur du problème. Le perfectionnisme n'est pas une quête de l'idéal, c'est une stratégie d'évitement de la honte. Et si l'on applique cette grille d'analyse au cas de Meurice, la théorie prend une tournure tragiquement physique. Parce que la pression de la cocotte minute, si elle ne sort pas, elle attaque la machine. Complètement. La structure même de Meurice était fissurée d'une manière qu'il cachait à tout le monde. Ce gars, cet homme qui incarnait le calme souverain, qui maîtrisait le temps par son flegme et son phrasé d'une lenteur envoûtante, il souffrait en réalité d'un asthme chronique d'une sévérité inouïe. Ce qui est une ironie cruelle pour un comédien, tu te rends compte? C'est fou, la voix et le souffle, ce sont les outils primaires de ce métier. Exactement. Et sa lenteur légendaire, ce détachement absolu qui fascinait tant le public, ce n'était pas qu'un choix stylistique de dandy. Non. C'était un mécanisme de survie respiratoire. Chaque réplique prononcée de manière lente, chaque respiration hyper contrôlée à l'écran, c'était une victoire intime contre la suffocation. Waouh! Il luttait de manière invisible pour amener de l'oxygène à ses poumons sans que la caméra ne capte sa détresse. Il simulait la santé avec une précision terrifiante. C'est le paroxysme du perfectionnisme névrotique. Refuser d'apparaître humainement vulnérable, au point de chorégraphier son propre manque d'air. Le flegme, c'était une armure de survie imposée par une exigence de contrôle absolu. Ok, c'est glaçant. Mais je dois avouer que je bloque un peu sur la condamnation totale de ces traits de caractère. Je vais me faire l'avocat du diable une seconde, si tu permets. Vas-y, je t'écoute.
Les sources académiques nous disent que le perfectionnisme est destructeur, un poison toxique. Très bien. Mais regardons les faits. Sans cette exigence obsessionnelle frôlant la morbidité, Meurice n'aurait sans doute été qu'un petit clerc de notaire anonyme. Mhm. N'est-ce pas précisément cette souffrance, ce refus maladif de la moindre faiblesse qui l'a propulsé au sommet du cinéma international ? Le perfectionnisme n'est-il pas tout simplement le prix obligatoire du génie ? Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une confusion très répandue. Et la psychologie moderne s'attache justement à la déconstruire. Ah bon ? Comment ça ? On associe à tort le succès public d'un individu à son perfectionnisme privé. En réalité, le perfectionnisme est un frein, ce n'est pas un moteur. Donc il a réussi malgré ça ? Exactement. Si Meurice a atteint le sommet, c'est grâce à son intelligence, son observation humaine et son talent intrinsèque. Il a réussi malgré le coût exorbitant de son perfectionnisme, et non grâce à lui. Son talent existait indépendamment de sa névrose, en somme. L'excellence requiert du travail. Le perfectionnisme, lui, draine une énergie colossale juste pour maintenir une illusion. Le succès public masquait une prison privée. Une prison volontaire, comme il le disait lui-même. Oui, l'énergie psychique qu'il dépensait à masquer son asthme aurait pu être investie dans une exploration artistique encore plus libre. Le prix à payer, c'était un isolement terrible dans un monde de faux semblants. Et ce besoin obsessionnel de contrôle absolu allait inévitablement entrer en collision avec le monde extérieur, surtout dans la deuxième partie de sa carrière. Oh que oui, le choc des méthodes. C'est ça. Lui cherche l'économie, le contrôle millimétré, mais il croise la route de réalisateurs de l'après-guerre qui exigent un réalisme brut et sans filtre, de la sueur, quoi. Et la collision la plus brutale a lieu avec Henri-Georges Clouzot. Ah, Clouzot. Un réalisateur célèbre pour sa cruauté psychologique envers ses acteurs, tout ça pour obtenir ce qu'il considérait comme la vraie vérité. L'épreuve sur le tournage du film Les Diaboliques, en 1955, est un exemple terrifiant de ce choc. Meurice doit jouer un directeur d'école qui est censé avoir été noyé dans une baignoire, Et Clouzot, pour le réalisme, exige une immersion totale. dans une eau véritablement glaciale. Et il le laisse là pendant des prises interminables pour simuler la mort. On a donc un acteur asthmatique, gelé, qui manque d'air. N'importe qui aurait hurlé ou au moins exigé d'arrêter. Mais Meurice, fidèle à son perfectionnisme, encaisse sans un bruit. Il supporte la souffrance avec une dignité professionnelle absolue, refusant de se plaindre. Il y a dans cette anecdote une démonstration claire de la théorie du tout ou rien de l'université Laval. C'est-à-dire, Pour le perfectionniste, se plaindre, c'est admettre une limite. C'est échouer. Donc la douleur physique extrême devient préférable à la honte de la vulnérabilité. mais cette friction avec le fameux réalisme de Clouzot va encore plus loin. On a trouvé une anecdote fascinante issue de l'archive INA concernant le film La Vérité, sorti en 1960. Ah oui, l'histoire de la plaidoirie, c'est un moment d'anthologie. Meurice raconte cette scène de plaidoirie au tribunal. Clouzot arrête la prise. Il trouve que Meurice n'est pas assez vrai dans sa colère et lui ordonne de frapper brutalement du poing sur la table. Plus de réalisme, toujours plus. Et Meurice cède. Il puise dans une rage véritable. Il abat son poing avec une force inouïe sur le bois massif. Et c'est l'ingénieur du son qui hurle « Coupez !» C'est incroyable, non ? C'est génial. La vraie violence, le bruit véritable d'un poing frappant une table, s'est avéré pitoyable à l'enregistrement. Ça sonnait faux. C'est sonné creux et insignifiant, ouais. Du coup, pour que la colère ait l'air authentique à l'écran, ils ont dû placer du caoutchouc mousse sous le tapis de la table. Pour que le son paraisse vrai, il a fallu le truquer, et Meurice utilise cet exemple précis pour prouver sa philosophie. Qui est que l'art nécessite une transposition. Voilà, pas un réalisme brut. Il déplore dans l'interview que le cinéma ait perdu sa poésie. Pour lui, tout art est un filtre, une mise en scène. Tu sais, ça me fait penser à une analogie frappante avec notre monde d'aujourd'hui. C'est exactement comme notre rapport moderne aux réseaux sociaux. Comment ça ? Sur les plateformes, on réclame de la réalité brute, du sans filtre, de l'imperfection. Mais techniquement, la réalité brute de nos vies, elle est inaudible ou inesthétique. Ah, je vois où tu veux en venir. Pour avoir l'air authentique en ligne, il faut toujours un caoutchouc mousse, tu vois, un éclairage spécifique, un bon micro, une mise en scène, pour que le public y croie. L'authenticité pure est indigeste. C'est une excellente comparaison. La transposition est indispensable. Mais cette maîtrise constante, ce besoin de tout filtrer, ça demande un effort titanesque. Et c'est ce qui nous amène à la suite logique. Ayant vu comment son perfectionnisme se heurtait au monde professionnel, comment cet homme gérait-il sa vie intime ? Quand on retire l'armure le soir,
Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, après le volcan Piaf, il cherche la stabilité absolue. Un parcours affectif presque clinique. Il se marie 3 fois. Avec Michel Alpha, puis Micheline Cherel, et enfin Micheline Gary. Je mets ma casquette de psychologie de comptoir une seconde, mais le motif curieux de chercher 2 partenaires prénommés Micheline, c'est assez révélateur. Ah oui, le besoin de symétrie des Exact. étiqueteurs. Le besoin de prévisibilité du perfectionniste. Chercher des profils similaires, c'est une façon d'installer une routine rassurante. Un environnement sous contrôle, loin du chaos. Et il mord sans descendance d'ailleurs, hein. Il gardait toujours une grande distance émotionnelle, même en privé. Le seul endroit qui agissait comme un sanctuaire sacré pour lui, c'était le théâtre. Le théâtre, c'est le seul endroit où les règles sont claires et où la tricherie n'existe pas pour lui. Il passe 27 mois à la Comédie Française, où il est brillant dans Coriolan et Jules César. Mais un détail frappe. Il refuse catégoriquement le statut de sociétaire. Oui, il refuse le Graal. Être sociétaire, c'est la sécurité de l'emploi à vie. Mais ça veut aussi dire se lier à une hiérarchie, dépendre d'une troupe. Ce qui est impensable pour lui. Totalement intolérable. Il devait préserver son indépendance souveraine. Pour un perfectionniste de ce niveau, s'en remettre à une institution, c'est perdre le contrôle. Ce qui nous conduit à son dernier acte. À la fin des années 70, conscient de ses limites physiques qui s'effondrent à cause de l'asthme, il brise enfin son silence. Il rédige ses mémoires. Intelligemment intitulé « Les éperons de la liberté ». Il y dénonce la tyrannie du métier d'acteur. Et en écrivant ses mémoires, juste avant sa mort, moi je me dis, n'était-ce pas son ultime acte de perfectionnisme? Ah, tu veux dire contrôler l'histoire. Exactement. Il s'est assuré d'être le seul et unique architecte de son propre mystère, contrôlant le récit jusqu'à son dernier souffle. C'est une super grille de lecture, surtout quand on regarde la manière dont il est parti, qui est juste, digne d'une légende. Une mort de légende, oui. Raconte-nous. Nous sommes le 19 janvier 1979. Meurice a le souffle court, son corps lâche. Et pourtant, il monte sur la scène du théâtre Hébertot. Pour jouer la pièce « Mon père avait raison », l'ironie du titre. Malgré la défaillance de ses poumons, il triomphe. Le public n'y voit que du feu. À la fin, il reçoit une ovation debout. Il sourit, toujours ce masque parfait. Il regagne sa loge. Et là, Loin des regards, il succombe immédiatement à une crise cardiaque liée à son asthme foudroyant. Sans embrouille, dans une parfaite discrétion aristocratique. le corps a supporté l'insupportable sous la pression, mais l'armure n'a jamais failli devant les témoins. C'est l'illustration paroxysmique de tout ce qu'on a décortiqué aujourd'hui. De théorie universitaire, on a découvert la vie d'un homme qui a transformé une vulnérabilité mortelle en l'incarnation absolue du flegme. Et alors, pourquoi c'est important pour nous au quotidien ? Face aux individus qui semblent posséder un contrôle total, ceux qui sont imperturbables sous la pression au bureau ou ailleurs. Il faut se rappeler qu'il y a souvent un asthme silencieux en arrière-plan. Exactement. Ou une attente perfectionniste écrasante, qu'ils affrontent dans l'ombre, dans une grande solitude. Il ne faut pas se fier à la façade. Ce qui m'amène à une dernière pensée vraiment provocatrice pour clôturer. Dans cette archive de l'INA, Meurice disait préférer sans hésitation le mystère à l'exhibitionnisme. Une phrase qui résonne fort aujourd'hui. Tellement fort. Ça soulève une question ouverte pour toutes les personnes qui nous écoutent. Dans notre époque contemporaine, s'exhiber, exposer ses moindres failles et documenter ses luttes personnelles, c'est devenu la norme absolue pour susciter la sympathie. On valorise la transparence à tout prix, ouais. Mais en érigeant ça en vertu, n'avons-nous pas perdu cette étrange mais magnifique noblesse, celle de souffrir avec grâce et dans un silence absolu? C'est une vraie question. Une question qu'on vous laisse méditer bien après la fin de cette écoute. Certaines fractures n'ont peut-être pas besoin d'être éclairées par les rayons X.